Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nicolas Autier, au téléphone. Bonjour Alexandre, Nathalie Richard. Oui, c'est moi. Euh, on va pouvoir commencer. Euh, nous sommes donc 13 personnes qui constituent ce comité technique qui va réfléchir sur la pertinence de la mise à disposition de cannabis à usage thérapeutique en France. Et donc, vous nous présentez ce qu'il en est de la réglementation concernant le cannabis au Canada. Sachant Oui, Alexandre ben que... peut-être commencer. Juste Oui, Alexandre, peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Orbé. Je travaille dans l'équipe des relations externes ici à la Direction générale de réglementation et légalisation du cannabis. Et je suis accompagné de quelques collègues, Isil Hussein et Anne-Marie Bélanger, les deux de l'équipe de conformité. Puis mon collègue Mike McGuire, qui est directeur du bureau de l'accès médical, qui va présenter aujourd'hui les grandes lignes finalement du régime médical au Canada. Donc, si ça vous va, peut-être qu'on pourrait procéder par une présentation 15-20 minutes, puis suivi d'une petite période de questions et réponses. C'est parfait pour nous. Ouais. Donc, je tourne la parole à Mike. Bonjour, donc je m'appelle Mike McGuire, je suis directeur du bureau de l'accès à des fins médicales à Santé Canada, dans la direction générale de la légalisation et réglementation du cannabis. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler de l'expérience canadienne par rapport à la réglementation du cannabis à des fins médicales, et on suit de très près ce que vous faites présentement en France. Donc j'ai une présentation, je pense que vous avez tous accès à ça. Donc je vais juste suivre les différentes diapositives de la présentation, et après on peut ouvrir ça à des questions. Donc peut-être de commencer avec un peu de contexte et d'historique. Donc le cannabis est utilisé au Canada comme produit thérapeutique depuis 2001 et son utilisation médicale devient de plus en plus courante. On a quelques données qui suggèrent des effets bénéfiques pour un nombre limité de conditions médicales et symptômes, et on donne quelques exemples sur la page. Mais c'est sûr que les preuves d'efficacité continuent d'évoluer, et le Canada investit beaucoup maintenant dans la recherche, incluant la recherche sur le cannabis, sur l'usage du cannabis à des fins médicales, parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de plus de recherche dans ces domaines. Le cannabis séché et l'huile du cannabis n'ont présentement pas d'identification numérique de drogue, donc un DIN qu'on appelle au Canada, c'est-à-dire que ce n'est pas une drogue officielle au Canada comme les autres. Pour l'accès au cannabis à des fins médicales, donc la prochaine page, on donne un peu l'historique du règlement, du régime réglementaire au Canada. L'histoire du cannabis à des fins médicales au Canada est vraiment très influencée par le milieu juridique. Donc, les règlements que nous avons jusqu'à présent étaient très influencés par différentes décisions de la Cour qui ordonnaient à plusieurs reprises que l'accès au cannabis à des fins médicales était un droit constitutionnel parce que c'était un accès à un médicament. Alors, les règlements que nous avons développés au cours des années reflétaient vraiment l'impact de ces jugements, de ces décisions juridiques. Et donc, en 2001, on a eu notre premier règlement, qui était le règlement sur l'accès à la marijuana et des fins médicales. Entre 2001 et 2013, c'était vraiment un régime qui était axé sur la culture du cannabis personnel, donc la culture notamment chez soi pour des fins médicales. Donc les Canadiens pouvaient faire une demande auprès de Santé Canada pour pouvoir produire leur propre cannabis pour eux, ou désigner quelqu'un pour le faire s'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Et ils pouvaient acheter à l'époque du gouvernement de Santé Canada le cannabis aussi. En 2013, un nouveau règlement a été mis en œuvre qui remplaçait le règlement de 2001 et qui éliminait le système où les personnes pouvaient produire chez eux, et a introduit un nouveau système avec des producteurs autorisés qui était vraiment un système commercial
où le gouvernement donnerait des licences à des compagnies qui, s'ils rencontrent toutes les exigences réglementaires, pouvaient commencer à produire et vendre le cannabis aux patients à des fins médicales. En 2016, suite à une autre décision de la Cour, le gouvernement a réintroduit le programme qui permettait aux personnes de produire un montant limité du cannabis chez eux ou de désigner quelqu'un pour le faire. Donc aujourd'hui, nous avons un système où les patients au Canada peuvent accéder au cannabis par 3 façons différentes. Le cannabis à des fins médicales. Ils peuvent, premièrement, acheter leur cannabis directement d'un des producteurs autorisés au Canada. Et présentement, aujourd'hui, nous avons 120 producteurs autorisés, donc des compagnies qui ont une licence du gouvernement pour produire le cannabis. Deuxième façon aujourd'hui d'accéder au cannabis à des fins médicales, c'est de s'inscrire enregistrer avec Santé Canada pour produire un montant limité de cannabis chez eux. Et la troisième façon, c'est de s'inscrire avec Santé Canada pour désigner quelqu'un pour produire le cannabis pour eux. Dans tous ces cas, tous les 3 cas, ce qui est l'aspect le plus important, c'est que le patient a besoin d'un document médical. Donc, un document qui est signé par leur médecin ou par une infirmière qui indique le montant autorisé en grammes par jour et qui indique la durée de l'autorisation qui peut aller jusqu'à 1 an au maximum. Et d'autres indications aussi, le nom du docteur, les coordonnées et tout ça. Donc, sans un document médical, ce n'est pas possible pour un patient au Canada d'obtenir le cannabis à des fins médicales d'une façon légale. Après le 17 octobre, donc dans une semaine d'aujourd'hui, on aura aussi la possibilité, étant donné qu'on va légaliser le cannabis à travers le pays à des fins non médicales, les patients auront aussi l'option d'aller à un des magasins ou à un des points de vente en ligne pour acheter du cannabis aussi, comme tout autre Canadien adulte. Donc, c'est une autre possibilité, une autre façon d'accéder au cannabis, mais ça va être par les mêmes voies que n'importe quel autre Canadien qui accède à des fins non médicales. Le prochain diapositive parle un peu de l'obtention du cannabis auprès de nos producteurs autorisés. Donc, comme j'ai mentionné, les individus peuvent accéder le cannabis en s'enregistrant directement auprès d'un producteur autorisé. C'est-à-dire, quand je dis enregistrer, ça veut dire que le patient doit envoyer au producteur autorisé l'original de leur document médical. Et seulement avec ce document médical, le producteur autorisé sera en mesure d'inscrire la personne et de leur vendre du produit. Pour l'instant, les seuls produits qu'on peut obtenir d'un producteur autorisé, c'est le cannabis frais ou séché ou l'huile du cannabis. Donc ça, c'est les produits présentement qui sont autorisés sur le marché canadien. Et ça va rester la même chose après le 17 octobre. Le cannabis est ensuite envoyé directement aux patients par le système de courrier, donc par Poste Canada notamment, ou par un autre système de courrier. Mais ce qui est important, c'est que ça doit être envoyé d'une manière qui permet de suivre le paquet, de savoir où c'est dans le système à n'importe quel moment, et d'obtenir une signature aussi à la livraison. Le prochain diapositive parle un peu du document médical dont j'ai déjà mentionné. Donc, ça donne un exemple. On a sur notre site web de Santé Canada un exemple que les médecins peuvent utiliser. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un exemple que la grande majorité de médecins au Canada utilisent. Et c'est pour s'assurer que toutes les exigences réglementaires sont rencontrées. Ensuite, le prochain diapositive parle un peu de la production personnelle de cannabis à des fins médicales.
Donc, comme j'ai mentionné, les personnes détenant un document médical peuvent aussi appliquer à Santé Canada pour une inscription pour produire une quantité limitée de cannabis. Et la quantité qu'ils peuvent ensuite produire, c'est lié au montant autorisé par leur médecin. Donc, si le médecin autorise 1 gramme par jour, par exemple, 1 gramme, c'est équivalent dans notre formule à 5 plantes de cannabis. Donc, on a une formule dans notre règlement qui indique c'est quoi le montant qu'une personne serait permise de produire chez eux, dépendamment du montant autorisé par le médecin. Donc, on a aussi sur notre site web de l'information pour ces personnes-là concernant la production personnelle et surtout des considérations en termes de sécurité et comment éviter que ça devienne trop évident qu'ils sont autorisés à produire pour des fins personnelles et aussi de réduire le risque qu'une personne mineure, une personne sous l'âge de 18 ans aurait accès à ces plantes et au cannabis dans la maison. Donc, et finalement, comme j'ai mentionné, quelqu'un peut aussi s'inscrire auprès de Santé Canada pour désigner une autre personne pour produire le cannabis pour eux. On a aussi au Canada, pour les personnes mineures, donc les personnes en bas de l'âge de 18 ans, sont aussi éligibles et peuvent aussi avoir accès au cannabis à des fins médicales, seulement avec, encore une fois, l'autorisation de leur médecin, mais ils ne peuvent pas produire le cannabis eux-mêmes. S'ils décident d'aller par la voie de la culture personnelle du cannabis, ils doivent désigner une adulte, quelqu'un d'autre, 18 ans ou plus, pour produire le cannabis pour eux. Donc, les prochaines diapositives parlent surtout du régime que nous allons avoir après le 17 octobre. Donc, je vais passer assez rapidement parce que je vais laisser du temps pour vos questions. Mais essentiellement, le diapositive 8 donne un peu un aperçu général de la loi sur le cannabis, donc la loi qui va entrer en vigueur dans une semaine. Donc, c'est une loi qui établit un cadre pour le contrôle du cannabis qui restreint l'accès des jeunes au cannabis, qui contrôle l'accès pour les adultes d'âge légal, qui assure la surveillance du fonctionnement de l'industrie légale du cannabis, qui réglemente rigoureusement la chaîne d'approvisionnement et qui impose des sanctions sévères pour protéger la sécurité publique. Donc, après le 17 octobre, on va avoir une limite de possession en public par adulte à 30 grammes. On va permettre aussi la culture à domicile de 4 plantes par résidence, et tout ça, c'est à des fins non médicales, je dois dire. Le cannabis sera interdit aux jeunes de moins de 18 ans à des fins non médicales. Et on va avoir un système de licences et de permis pour réglementer l'industrie légale du cannabis. Et on va entrer un peu plus en détail à la page 9. Donc, on va voir un régime fédéral de délivrance de licence. Donc, ça va être bâti sur le modèle que nous avons aujourd'hui pour le cannabis à des fins médicales. Mais maintenant, ces mêmes compagnies peuvent aussi produire et vendre le cannabis aux provinces et territoires du Canada à des fins non médicales. Donc, un point important, c'est que le produit sera le même produit, que ce soit pour des fins médicales ou non médicales. Le cannabis, c'est le même cannabis. C'est pas produit d'une façon différente. C'est vraiment le même cannabis, sauf que ces compagnies peuvent soit le vendre aux provinces et territoires pour entrer dans la chaîne d'approvisionnement non médicale, ou ils peuvent vendre directement aux clients à des fins médicales s'ils ont une licence pour le faire. Donc, on va avoir des licences et permis pour la culture du cannabis, pour la transformation du cannabis, pour la vente à des fins médicales et pour d'autres raisons comme les essais analytiques, la recherche,
aussi des permis pour l'importation et l'exportation du cannabis et un régime aussi pour des licences pour le chanvre industriel. On va maintenir l'accès au cannabis à des fins médicales. On va maintenir le même modèle que nous avons aujourd'hui avec quelques ajustements mineurs. Mais les trois façons que j'ai décrites pour accéder le cannabis à des fins médicales vont rester. Et comme j'ai mentionné, on ajoute aussi la possibilité que les patients puissent aller acheter leurs produits dans les points de vente dans les provinces et territoires qui seraient les mêmes points de vente pour les personnes accédant le cannabis à des fins non médicales. Peut-être on peut sauter aux exigences en matière d'emballage neutre et d'étiquetage, donc à la page 11. Là, on vous montre un exemple. Au Canada, on va voir, dans notre règlement, on exige différentes choses pour l'emballage du produit, du cannabis. Donc, tout paquet de cannabis qui est vendu, que ce soit à des fins médicales ou non médicales, vont devoir avoir un symbole normalisé du cannabis, donc un symbole que vous voyez sur la page qui est un peu en signe d'arrêt, de stop. Certaines mises en garde qui vont donner des mises en garde de santé par rapport à l'usage du cannabis. Le contenu du THC et du CBD doivent absolument être sur l'emballage. Et les coordonnées du producteur licencié, du producteur autorisé qui a produit le cannabis, entre autres. Diapo 14, on parle de l'éducation et sensibilisation au cannabis. Donc, évidemment, un aspect très important de ce qu'on fait avec la légalisation et la réglementation, c'est de sensibiliser le public aux risques qui vient avec l'usage du cannabis, surtout chez les jeunes. Donc, ce diapo-là donne quelques exemples de projets que nous avons en cours. Et on a plusieurs campagnes publicitaires et d'information au Canada aujourd'hui qui donnent l'information sur l'usage du cannabis et les risques qui peuvent venir avec. On a aussi à la page 18 l'information sur la recherche et surveillance. Donc, un aspect important de ce qu'on fait, c'est vraiment de collecter des données. On travaille avec d'autres partenaires au gouvernement du Canada comme Statistique Canada, qui est notre bureau national de statistique, et nous deux, on fait différentes recherches, différents sondages auprès du public pour obtenir de l'information et pouvoir déterminer des tendances d'usage, tant pour l'usage à des fins médicales que non médicales. Donc, ce diapo donne un peu d'informations sur ça aussi. Et finalement, on a un diapo qui donne un peu le calendrier, le progrès à ce jour de tout notre projet de légaliser et réglementer le cannabis. Donc, ça a commencé pour nous, comme j'ai dit, on a un régime médical déjà depuis 2001, mais pour tout ce qui est la légalisation générale du cannabis à des fins non médicales, ça a vraiment commencé en 2006 avec le lancement d'un groupe de travail et ça nous amène aujourd'hui à une semaine de la mise en œuvre de notre nouveau régime. Une chose à mentionner, c'est que nous allons également travailler sur des règlements au cours de la prochaine année sur les produits comestibles et concentrés. Donc, les produits comestibles, comme des barres de chocolat ou autres produits, ne seront pas légaux la semaine prochaine au Canada. On travaille toujours sur le règlement et on vise d'avoir notre règlement en vigueur dans un an. La dernière diapositive donne des coordonnées. Donc, on a lancé un site web qui contient beaucoup d'informations sur la légalisation, sur notre régime, sur tous les aspects vraiment que je viens de vous parler. Donc, c'est www.canada.ca le cannabis. Donc, si vous allez sur ce site web-là, vous allez obtenir aussi beaucoup d'informations qui peuvent être très utiles pour votre étude. Et si jamais vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez passer par exemple ou par l'adresse courriel que vous voyez ici sur la page. Donc ça, c'était une présentation très, très vite d'un régime assez complexe au Canada.
Donc, je suis disponible à prendre vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on peut aussi trouver une façon électronique de répondre à vos questions par après. Merci beaucoup pour cette présentation très claire d'un système, enfin je ne sais pas s'il est complexe, mais qui a évolué dans le temps. Et ce qui est intéressant pour nous, évidemment, puisque nous, on en est aux prémices de savoir si on doit instaurer un tel système. Je me tourne vers les membres du comité et je leur demande s'ils ont des questions à vous poser, des remarques. Moi, j'en ai une. Alors peut-être que j'ai pas saisi une nuance, mais dans le contexte du changement de la réglementation à partir de la semaine prochaine, vous nous avez dit qu'il y avait une quatrième possibilité pour se procurer du cannabis pour un patient, c'était donc l'achat dans des points de vente. Et là, je me dis que finalement, un patient qui était auparavant suivi dans un parcours de soins avec des prescriptions peut avoir accès maintenant à du cannabis qui serait de la même qualité, ça je crois avoir entendu ça, sans pour autant avoir besoin de revoir un médecin. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, je peux ajouter peut-être une nuance à ça, mais oui. Donc, après la semaine prochaine, il y aura toujours les 3 façons officielles d'obtenir le cannabis à des fins médicales, donc c'est-à-dire d'acheter directement d'un producteur autorisé, de s'inscrire avec Santé Canada pour produire soi-même, ou de s'inscrire avec Santé Canada pour désigner quelqu'un pour produire pour vous. Donc ça va demeurer les 3 façons officielles d'obtenir le cannabis à des fins médicales, et tout ça avec un document médical du médecin. La quatrième façon, ça va être, je dirais, plus non officielle, parce que les patients n'ont pas besoin d'un document médical, mais comme ces points de vente, ces magasins vont être ouverts à travers le pays, et aussi des points de vente en ligne pour tous les adultes canadiens à des fins non médicales ou récréatives, il n'y a rien qui empêche un patient d'aller au coin de la rue, au magasin, et acheter le cannabis, que pour eux, c'est d'usage médical, mais pour le point de vente, c'est juste du cannabis qui vendrait à n'importe quel adulte. Alors, c'est une quatrième façon, mais je dirais que ce ne sera pas une façon officielle. Donc, si un patient décide, au lieu de commander leur cannabis d'un producteur autorisé, ils vont aller à ce magasin qui est là à des fins non médicales et acheter leur cannabis. Ils pourront pas, par exemple, probablement, ça va dépendre de la compagnie, mais ils pourront pas être remboursés pour cette dépense à des fins médicales. Donc, s'ils sont couverts par une assurance, par exemple, les assurances au Canada, les compagnies d'assurance vont seulement rembourser les patients qui achètent le cannabis par un des 3 ou par un producteur autorisé. Donc c'est un peu une nuance que oui, ce mode d'accès va exister, mais ça va demeurer un mode d'accès non officiel et avec des limites si jamais un patient veut être remboursé. Merci. Et puis j'ai une deuxième question. Ça fait maintenant depuis 2001 que le cannabis à usage thérapeutique est autorisé sous différentes modalités, mais ça reste du cannabis, quelle que soit la modalité. Est-ce que vous avez observé en termes de santé publique des complications, des problèmes spécifiques à cet usage, où on ne recherche pas un effet récréatif, festif, mais un effet thérapeutique, donc peut-être des doses, c'est un lapsus, je dis posologie, mais des doses différentes, plus faibles. Est-ce qu'il y a des complications qu'on observe avec le cannabis habituellement, qui là aussi sont présentes chez ces patients-là? Est-ce que vous avez des données là-dessus?
Je pense que c'est une question sur laquelle on va devoir vous revenir avec une réponse plus écrite parce que nos collègues de l'équipe de sciences et surveillance ne sont pas ici. Et je peux dire que du côté médical, c'est sûr qu'on voit une augmentation du nombre de personnes qui sont inscrites au cours des ans à des fins médicales. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 300 000 Canadiens qui sont inscrits avec un producteur autorisé pour le cannabis à des fins médicales et c'est un chiffre qui augmente, qui a augmenté au cours des années. Et nous avons à peu près 25 000 Canadiens qui sont inscrits auprès de Santé Canada pour la culture personnelle ou de désigner quelqu'un pour le faire pour eux. Et ça aussi, c'est un chiffre qui augmente avec le temps. Donc, on voit une augmentation dans l'intérêt pour le cannabis à des fins médicales. On voit aussi une augmentation du nombre de médecins qui autorisent le cannabis à des fins médicales. Mais pour le non médical, on a différents sondages qui indiquent qui parlent de l'usage, mais je pense que je vais préférer de vous envoyer ces informations par courriel parce que j'ai peut-être pas les données les plus récentes avec moi ici. Mais c'est sûr qu'on a des ressources en ligne, des résultats de différents sondages qu'on va pouvoir partager avec vous. J'aimerais juste ajouter, c'est Krista Axe, un collègue de Mike. J'aimerais juste ajouter que la recherche a toujours été difficile parce que le produit est illégal. Malgré le fait que l'accès à des fins médicales existait, la recherche, il y a des défis que les chercheurs doivent surmonter pour pouvoir faire de la recherche aussi. Alors vraiment, une des choses importantes que le gouvernement exige, c'est qu'on fait de la surveillance pour faire certain qu'on comprend bien des impacts du changement qui va venir la semaine prochaine, mais aussi toutes les choses reliées au cannabis à des fins médicales aussi. Alors, on pense qu'en changeant notre système, les permis pour les chercheurs vont être beaucoup plus faciles à obtenir et comme tel, les recherches vont être... il y aura plus de recherches ici au Canada en termes d'impact et les choses que vous avez décrites aussi. D'accord, c'est très clair. J'ai une question de Marie-Geoffrey-Roustide. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question sur la prévalence de la consommation en population générale, adulte et chez les jeunes. Est-ce que vous avez vu une évolution de la prévalence de la consommation après la légalisation du cannabis à usage thérapeutique chez vous ? Mais encore, c'est un peu difficile à dire. Pour l'usage médical, oui, on a vu une augmentation. Pas nécessairement chez les jeunes parce que c'est un peu limité les circonstances dans lesquelles un jeune peut accéder au cannabis à des fins médicales, mais on a vu une augmentation en général de l'intérêt des Canadiens et des inscriptions des Canadiens pour le programme de l'accès à des fins médicales. Et pour le non médical, comme Krista a dit, c'était difficile un peu pour nous de vraiment avoir des bonnes données parce que c'était illégal pour l'usage des fins non médicales. Alors, je pense que les données qu'on va pouvoir vous envoyer avec les sondages que nous avons vont essayer d'éclairer ça. Mais c'est sûr qu'au Canada, nous avons, et je pense que la France aussi est parmi la liste, mais au Canada, on a une prévalence d'usage très élevée parmi les pays dans le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a embarqué sur ce projet de légaliser et de réglementer le cannabis. Merci. Est-ce que oui, Georges Brousse? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai une question sémantique. Alors, je ne sais pas si c'est un choix de vocabulaire différent entre la France et le Canada. Vous parlez de cannabis usage médical et nous, on parle de cannabis thérapeutique. Est-ce que vous y voyez une différence sémantique large? C'est pas la même chose de parler de médical et non médical que de thérapeutique. Est-ce que ça s'est imposé au cours du temps? C'est parce que c'est un choix de vocabulaire comme ça ou vous ne parlez pas de thérapeutique, vous parlez de médical?
Est-ce qu'il y a une différence? On parle de médical. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne raison sémantique, mais je sais qu'au Canada, le cannabis n'est pas considéré comme une drogue officielle. Ça n'a pas un numéro d'identification de drogue. Alors pour nous, et c'est pour ça aussi quand on parle d'un document médical et pas une prescription ou une ordonnance, ça aussi c'est fait exprès d'utiliser le terme document médical parce que au Canada on n'a pas assez de recherche ou d'essais cliniques pour qu'on détermine que le cannabis est officiellement une drogue avec un numéro d'identification de drogue comme les autres. Alors je dirais que c'est probablement aussi pour ça qu'on évite d'utiliser le mot thérapeutique quand on parle d'usage du cannabis à des fins médicales. Merci. Oui, Yvon Krakowski. Oui, bonjour, Yvon Krakowski, je suis médecin oncologue. Comment est-ce que vous argumentez le fait que le niveau de preuve dans les indications du cannabis, dans la plupart des indications, est très faible? Mais c'est que nous, on sait qu'au Canada, on a besoin d'avoir plus de recherche. Et le gouvernement ici a investi beaucoup d'argent au cours des dernières années dans la recherche sur le cannabis. Donc, ici, on trouve qu'on a besoin d'avoir plus d'informations, plus d'analyse et de recherche pour connaître les différents effets du cannabis. C'est sûr qu'il en existe. Je devrais aussi dire que nous avons sur notre site web, et on va lancer très peu aussi une mise à jour de ce document. On a sur notre site web un document d'information destiné aux professionnels de santé qui donne un peu un survol des recherches les plus récentes que nous avons sur le cannabis afin d'aider les médecins dans leur décision si oui ou non ils veulent autoriser le cannabis à des fins médicales. Donc ce document est disponible sur notre site web. On peut vous envoyer le lien et on planifie aussi avant le 17 octobre de mettre sur notre site web une mise à jour de ce document. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, c'est Alexandre ici. Le Santé Canada ne définit pas dans quelles circonstances le cannabis peut être prescrit à un patient ou non. C'est une décision qui est laissée à la discrétion du médecin, qui lui est régi par son collège des médecins provincial. Donc, dans chaque province, le collège des médecins est l'organe responsable finalement de définir quelles pratiques médicales sont acceptables et lesquelles ne le sont pas, en fonction des recherches scientifiques qui sont disponibles. C'est pas quelque chose que Santé Canada prescrit. Merci. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que le fait d'avoir donné l'accès à du cannabis, alors médical, mais qui est donc fait pour soulager, apaiser différents symptômes de différentes maladies, a posé problème, vous a posé problème pour tout ce qui concerne les licences de médicaments conventionnels. C'est-à-dire que vous avez un double système du coup au Canada. Nous, on a beaucoup discuté aujourd'hui par rapport à ça, parce que ça nous déstabilise un peu. D'un côté, des médicaments pour lesquels on demande un niveau de preuve relativement élevé, particulièrement élevés s'ils doivent être remboursés, avec des études, des essais cliniques, plus souvent randomisés en double aveugle. Et de l'autre côté, une substance qui n'aura pas, une plante qui n'aura pas le statut de médicament, mais pour laquelle on sera moins exigeante et qui va venir finalement concurrencer, je ne dis pas si c'est le bon terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui va venir concurrencer des médicaments déjà en place, que sont des antalgiques, que sont des anti-nauséeux, que sont des traitements de la spasticité. Est-ce que ça vous a posé problème, vous, en pratique, au sein de Santé Canada et au Canada en général?
C'est une bonne question. Je pense qu'on va pouvoir vous revenir probablement avec une réponse plus complète de nos collègues de l'équipe de sciences qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Mais c'est sûr que ce système, on a deux systèmes au Canada, mais qu'un système est plus officiel. Je dirais que le système avec des médicaments, c'est plus officiel, avec des numéros d'identification de drogue. Ça suit tous les systèmes des essais cliniques. Et nous avons une drogue qui contient le cannabis sur le marché, c'est Sativex. Donc c'est sûr qu'on a ce régime-là que vous avez aussi en France, qui est plus officiel. Pour le cannabis à des fins médicales, comme j'ai mentionné, tout le régime est très influencé par des décisions de la Cour. Alors, nous avons des cours qui ont ordonné au gouvernement du Canada d'instaurer un régime d'accès au cannabis à des fins médicales parce que c'était vu par la Cour comme un droit constitutionnel. Que les Canadiens auraient accès à ce médicament, même si ce n'est pas reconnu comme un médicament ou une drogue comme les autres. Alors, c'est pour ça qu'on a ce système un peu parallèle, mais on a pris des mesures pour encadrer le système parallèle pour s'assurer que les produits qui sont le cannabis qui est produit chez les producteurs autorisés est produit selon des exigences réglementaires très rigoureuses dans des systèmes avec des bonnes productions de production et encadré par un système qui est un peu modelé après Good Manufacturing Practices, les GMP, mais pour s'assurer que le produit qui est finalement vendu aux patients est un produit de haute qualité, qui n'a pas de pesticides non autorisés, par exemple, et qui est testé de façon systémique par les producteurs autorisés. Donc, je sais que c'est juste une réponse partielle à votre question. On va essayer de vous envoyer une réponse un peu plus complète parce que c'est une question assez complexe que vous avez posée, mais on va consulter d'autres collègues à l'interne et on va revenir avec aussi une réponse un peu plus complète à la question. Merci. Non, mais là, les éléments de réponse sont déjà intéressants parce qu'on est dans des configurations différentes, effectivement, où finalement, le cannabis s'est imposé un peu à vous, si je puis dire, par l'intermédiaire de la Cour suprême, c'est ce que vous avez dit, où constitutionnellement, c'est un droit d'accès au cannabis, et donc vous avez ensuite derrière adapté des conditions de prescription, de délivrance, ce qui est tout à fait légitime. Et voilà, nous, on en est en stade où, pour l'instant, il n'y a pas de... Comment dire, le cannabis thérapeutique, on va dire, ne s'impose pas aux autorités médicales, sanitaires, etc. Et donc, on se pose la question de savoir si, effectivement, on doit pour autant l'instaurer en dehors d'une injonction de justice ou de droit constitutionnel. Ce que vous avez sécurisé également, c'est vraiment la production, le contrôle de la production des producteurs. Ça, c'est quelque chose, par contre, que vous avez mis en place d'une façon très importante, en parallèle, justement, à l'apparition du cannabis thérapeutique. Donc, c'est vraiment là-dessus. Par contre, par contre, sur la production elle-même, vous avez un contrôle très strict. Hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos collègues canadiens? Des remarques? Vous souhaitiez échanger pour l'instant avec eux? Non, je crois qu'on a fait un premier tour. On va digérer toutes ces informations. On va vous remercier pour cette conférence, pour toutes ces informations. Et puis on a bien compris qu'on pouvait revenir vers vous si on avait des questions supplémentaires qui pourront nous aider à cheminer dans notre réflexion. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Et merci vraiment de vous être rendu disponible et d'avoir fait que cette conférence ait été possible en téléconférence. Donc c'est vrai que ça a été très important pour nous. On vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Et tous les échanges aussi qu'on a eu avec vous avant. Je pense qu'on en aura aussi d'autres après. Et puis on sera très attentif le 17 octobre à ce qui va se passer
chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.